Bon, nous allons donc commencer le dernier chapitre de notre cours de méthode numérique, la résolution des équations aux dérivées partielles. Mais avant de parler de la résolution des équations aux dérivées partielles, on va quand même un peu expliquer d'où elles proviennent. On va donc faire un tout petit peu de physique. On va considérer un milieu unidimensionnel. Voilà. Et on va considérer un problème de la chaleur. Sur cet intervalle unidimensionnel, on va mettre deux frontières, une en x, une en x plus delta x. Donc ici, c'est bien un axe x. Et sur ces deux frontières, on va imposer que la température vaut 0. Ici, t en x plus delta x est égal à 0. Et ici, on va également imposer que la température est égale à 0. À l'intérieur de l'intervalle, on va générer de la chaleur par un système de chauffage au sol. Et donc, on va générer avec une fonction f de x qu'on va supposer constante. Et on va donc générer ici f, une quantité de chaleur sur l'intervalle. On a un chauffage par le sol. OK? Et f, on va supposer qu'il est égal à 1. Le résultat qu'on va obtenir, c'est qu'il va faire de plus en plus chaud, mais on va considérer un problème qui est au régime, où globalement ça chauffe, et la chaleur, elle va sortir par les parois, parce que les parois sont mal isolées, et elles sont maintenues à 0, hein, la température. Donc on va avoir un problème thermique qui se présente sous la façon suivante. Le profil de température va typiquement avoir cette forme-ci. Pilou, chaud au centre de l'intervalle et est égal à 0. Ça, c'est mon profil de température. Et plus la température va chauffer, plus ce profil va monter. Mais évidemment, il y a tout le temps de la chaleur qui sort, et la chaleur, elle sort où? Par les frontières, avec des flux de chaleur qui partent ici. Ça, c'est la chaleur qui sort. Vous savez, quand vous chauffez votre maison, eh ben, la chaleur que vous avez générée avec vos radiateurs et tout, il sort par les parois mal isolées et il réchauffe l'extérieur. Donc, vous voyez, vous chauffez la maison. Et les flux de chaleur qui sortent, ils sont proportionnels à un coefficient de conduction thermique et à une dérivée de la température en x plus delta x. Et ici, c'est également proportionnel le flux de chaleur à moins k dt dx. L'idée de base du signe moins, c'est que la chaleur part du chaud vers le froid. Et donc, on voit bien que cette flèche-là, comme dt dx est négatif, celle de droite, hein, celui-ci, ce terme est positif, tandis qu'en fait, l'autre flèche, il est négatif, puisqu'en fait, la chaleur sort. Ce terme est négatif. Ok? Et maintenant, qu'est-ce que c'est le bilan d'énergie? Fondamentalement, c'est toujours la même chose, et conservation de bilan entre eux, c'est le problème classique dit de la baignoire ou du compte en banque, c'est-à-dire que vous êtes dans une baignoire ici, voilà, vous êtes dans votre baignoire, et ici, voilà. Vous avez un terme source qui est la quantité de chaleur que vous mettez dans la baignoire, et vous avez ce qui sort, voilà,
ce terme-là. Et la flèche dans l'autre sens, qui sort par l'autre frontière, c'est-à-dire K delta T sur X en X. Et qu'est-ce qu'on conserve? C'est l'énergie. Voilà. Et l'énergie, c'est ρ, C, T, delta X. C, c'est pas la vitesse de la lumière, c'est la chaleur spécifique. Voilà. Et ρ, c'est la masse volumique. Mais comme ici, on est dans un modèle unidimensionnel, on va dire que c'est la charge, la masse linéique par unité de longueur. Et on fait le bilan, c'est-à-dire que la quantité d'énergie ou la quantité d'eau dans votre baignoire va être proportionnelle à ce qui rentre et ce qui sort. Et quand on écrit cette équation de bilan, on écrit le terme qu'on conserve, c'est-à-dire ρ, C, T, et alors la variation temporelle de ce qu'on conserve, donc c'est-à-dire ρ, C, la dérivée temporelle de la température sur delta X, est égal à quoi? Au terme qui rentre, F delta X, plus les termes qui sortent, qui sont donc avec un signe moins, ça fait plus K dt dx en X plus delta X, moins K en dt dx en X. Et si on fait tendre cette équation pour un delta X qui tend vers 0, eh bien, on va obtenir l'équation de la chaleur, une équation aux dérivées partielles, ρ c dt par rapport à la température, au temps, la dérivée de la température, est égale à quoi? Au terme source, plus une dérivée seconde par rapport à x de t. Ça, c'est le modèle de la conduction thermique. Et donc, le modèle de la conduction thermique, elle est basé sur l'idée que la chaleur part du chaud vers le froid et que ce flux de chaleur qui part du chaud vers le froid est proportionnel au gradient de température affublé d'un signe moins. Et donc tu vois que ce qui se passe, c'est si tu as un milieu chaud à côté d'un milieu froid, eh ben, la chaleur va partir du chaud vers le froid. Et ça, c'est le modèle qui est obtenu par l'équation aux dérivées partielles ρ c dt de t plus f fois la dérivée seconde. Alors, est-ce qu'il y a moyen de trouver une solution analytique de cette problème? Alors, oui, ici, on prend un cas général, avec ici t est égal à 0, en x est égal à moins 1, et ici, t est égal à 0, en x est égal à 1, qu'on met un terme source, qu'on va supposer pour le moment extrêmement simple, f de x est égal à 1, mais on pourrait mettre un autre terme source, on va faire ça un peu plus tard. Et bien, la solution de cette équation, si on considère qu'on est dans un système de régime, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de variation temporelle, l'équation qu'il faut résoudre, c'est simplement du dx carré est égal plus 1 est égal à 1. Donc là, je me mets dans une situation où je suppose qu'il n'y a pas d'évolution temporelle. La température reste constante dans le temps. La solution de ce problème-là, c'est j'impose deux valeurs à droite et à gauche. Alors pour un peu simplifier le propos, on va appeler la température U pour rester cohérent avec ma notation. Donc ici et ici, voilà. On va maintenant mettre petit u, comme ça on est dans le monde de l'élément ici. Donc là, j'ai U de moins 1 est égal à 0. Et là, j'ai U de 1 qui est égal à 0. Et ce que je dis, c'est que c'est une fonction
dont la dérivée seconde est égale à une constante, donc c'est une parabole dont la dérivée seconde sera égale à moins 1, c'est exactement cette courbe-ci qui vient de cette manière-là. Voilà, 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 voilà. Okay. Et donc tu vois bien, il y a un terme source qui vient ici, qui va être extrêmement balancé par les pertes à droite et à gauche dues au flux de chaleur. Et ces pertes, elles sont exactement proportionnelles à moins k dt dx ici, et ici à k dt dx. Ok. Et donc on voit bien, à droite et à gauche, il y a de la chaleur qui part. Et la température restera constante dans la maison si la source de chaleur, le chauffage, permet d'équilibrer la chaleur qui sort par les murs qui sont mal isolés. Ok? Alors, est-ce qu'il y a moyen de trouver une solution analytique de ce problème? Ce qu'on fait, on va l'écrire sous la forme suivante. Il y a une solution analytique pour un f quelconque. La manière de créer la solution analytique est la suivante, c'est on va écrire que x, on peut l'écrire comme une combinaison de i qui sont des termes impairs avec des coefficients ci de fonctions sinus. Et mes fonctions sinus, je vais les écrire sous la forme suivante, pilou, 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 i x plus 1 fois pi divisé par 2. Et donc, vous voyez, j'ai un indice i. Voilà, on va l'écrire bien. Un indice i. Voilà, 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 voilà. Et on ne prend que les termes impairs. Alors, on pourrait prendre tous les termes, mais en pratique, ça n'est pas utile, parce que l'idée de base, c'est on prend des fonctions qui vont satisfaire les conditions aux limites. Donc, sinus avec i égale à 0, ça va être cette fonction-là. Puis, on ne va pas prendre le terme pair, on va prendre directement i est égal à 3 pour avoir cette solution-là. Donc ça, c'est i est égal à 3. Et celle-là, c'est i est égal à 1. Alors pourquoi est-ce que je ne prends pas i est égal à 2? A priori, je pourrais prendre i égal à 2. Mais tu vois tout de suite que i est égal à 2, elle ne ressemble pas du tout à ma fonction solution, qui est une parabole, qui est une fonction à un pair par rapport à x est égal à 0. Et donc, je ne garde que les sinus qui sont pairs par rapport à x est égal à 0, c'est-à-dire ceux qui sont caractérisés par des i impairs. On pourrait mettre les autres. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, pour trouver cette solution, il suffit de calculer faut calculer c'est on va l'écrire correctement, ces coefficients. Et en fait, on va montrer de manière un peu intuitive qu'il est possible de calculer ces coefficients grand CI de manière totalement générale pour n'importe quelle fonction. Évidemment, ici, quand f vaut 1, la solution analytique, elle est triviale. Mais si le f est quelconque, c'est plus si évident. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est on prend le u de x qu'on a écrit comme une suite infinie. Ah ouais, parce que là, il y a un nombre infini de termes. Vous allez me dire, il faut évaluer tous ces termes. Ouais, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est on ne va pas les évaluer tous, on va évaluer un grand nombre de termes, et la mathématique va vous dire que progressivement, ces termes vont être de plus en plus petits. Et donc, on va approcher la solution exacte par une série de fonctions en sinus, et progressivement, plus les fréquences des fonctions en sinus seront élevées, plus les coefficients seront petits. Mais la solution exacte, c'est une suite infinie. Mais en pratique, on ne prendra que les premiers termes. Alors on prend cette solution et on la met dans l'équation aux dérivées partielles, c'est-à-dire on la met ici, pilou, 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 tu vois, tu la mets dans ce terme-ci, pilou, 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 là. Et qu'est-ce que tu obtiens? Tu vas obtenir 2 fois un sinus, donc tu vas obtenir une somme, toujours les termes impairs, des CI. Et maintenant, tu dérives 2 fois les sinus, et donc tu vas obtenir quoi?
ben, tu vas obtenir moins les sinus, parce que tu dérives une fois le sinus, le cosinus, et donc tu vas obtenir de l'autre côté 1, et on va obtenir ici ben, ce qu'il y a à l'intérieur des sinus, donc tu vas obtenir i carré, pi carré, sur 4, fois le sinus, voilà, le sinus, et dans le sinus, tous les termes en fonction de pi, donc je vais mettre i, ici, punch, punch, punch. Ok, bah, c'est bien ça, mais c'est pas encore très bien. Alors ce qu'on va faire en plus, c'est on va prendre cette équation et on va, donc ça c'est vrai, on va prendre cette équation et la multiplier par un autre sinus. On va prendre un autre sinus et on va le mettre ici en bleu, voilà. Et cet autre sinus, c'est un J. Voilà, voilà. Et on fait ça pour tous les J possibles et impairs, possibles et imaginables. Ok? Et ensuite, on va intégrer ça entre moins 1 et 1. Pour être exactement exact, yof, 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 on intègre avec le 1. Oh, c'est que ça, il est édité. Voilà, voilà. Et alors, qu'est-ce que tu obtiens? Ben, tu obtiens, en faisant un tout petit peu d'algèbre, pilou pilou, tu peux sortir le somme de CI fois I carré pi carré sur 4. Il te reste ici l'intégrale entre moins 1 et 1 du sinus, comme ça, de J, avec tous les termes là adéquats, J, punch, 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 fermez la parenthèse, sinus de I, punch, 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 fermez la parenthèse, est égal, piou, 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 à l'intégrale, moins 1 à 1, de la fonction f, si on la considérait tout à fait générale, voilà, fois le sinus de J, comme ça, punch, 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 dessus. Alors, il y a une propriété remarquable des sinus, c'est que ce sont des fonctions orthogonales. Et ça, c'est donc vrai pour tous les J. C'est que cette intégrale-là, elle est égale à 0 si I est différent de J, et elle est non nulle uniquement si I est égal à J. Alors graphiquement, ça se voit assez bien. Si tu prends par exemple le petit dessin que j'ai fait là, tu vois ce petit dessin là, copié, voilà. Voilà. Si tu vois celui-là, fondamentalement, si I est égal à 1 et J est égal à 3, tu fais le produit de la fonction rouge par la fonction verte. Et tu vois que je vais multiplier le terme rouge par une fois un terme négatif et une fois un terme positif sur 2 tiers. Alors tu dis, oui, c'est quand même un peu bizarre. Est-ce que c'est vrai? Bon, ça fait 0. Oui, parce que le terme moins, il multiplie le gros bedon du sinus rouge. Tandis que les termes plus, ils multiplient les petits bedons. Et les petits bedons, 2 petits bedons est égal à un gros bedon. D'ailleurs, sur le cas le plus simple, où tu écris maintenant ça, un terme rouge comme ça, yobidou, voilà, là, celui-là, I est égal à 1, et tu l'écris par rapport au terme I est égal à 2, là, c'est trivial. Tu vois bien que le plus et le moins, ils multiplient exactement le même terme. Et donc là, il y a exactement, c'est évident. Donc intégrer ces deux termes-là. Alors quand c'est 3, c'est... Ah, tu dis, oui, mais je ne suis pas tout à fait convaincu. Ouais, bah, si tu n'es pas tout à fait convaincu, tu fais les intégrales analytiquement.
et tu vas voir que c'est vrai. Ou tu les calcules avec Python et les méthodes numériques, et tu vas voir que c'est vrai. Et donc, l'intérêt, c'est que toute cette somme, ici, il n'y a plus qu'un seul terme qui survit. C'est le terme I est égal à J. Et donc, ce qu'on va obtenir, c'est que pour tous les J, on va obtenir une équation qui fournit le CJ. Et donc, on va obtenir que CJ, c'est quoi? Ben, c'est l'intégrale de sinus de J fois la fonction f sur l'intégrale du sinus au carré de J punch. Ok? Et on peut faire cette intégrale, ce calcul de ces coefficients quand f est égal à 1. Et pour f est égal à 1, bah, ça se trouve, j'ai fait le calcul, mais c'est pas très intéressant. Ça va vous donner 16 sur j cube pi q. Et tu observes qu'on a bien ce que je vous ai annoncé, c'est plus j devient grand, plus ces coefficients deviennent petits. Et donc ça signifie que progressivement, je peux arrêter la somme qui tend vers l'infini, puisque les termes supplémentaires vont devenir de plus en plus petits. Ok? Alors ce qu'on peut encore écrire, c'est cette équation unidimensionnelle à deux dimensions. À deux dimensions, ça nous donne ça. K, la dérivée partielle seconde par rapport à x carré, plus la dérivée partielle de t par rapport à y carré. Ouais, on va l'écrire avec des u parce que c'est comme ça que je l'avais écrit avant. Donc on va écrire, voilà, u par rapport à u au carré. Voilà, voilà. Plus la fonction f est égale à 0. Ok? Et on peut résoudre ce problème-là. Et donc ça me donne l'idée de la solution. Et voyez, là j'ai mis en bas la solution obtenue avec un terme source constant sur 1 carré. Et donc qu'est-ce que j'ai? Regardez, on va faire un petit dessin pour essayer de comprendre exactement ce qui se passe physiquement. On a un carré là, on a un carré là, on a un carré là. Hein, le premier carré, il n'est pas beau, on va le refaire. Le premier carré, il n'est pas beau, il y a un trou, supprimé, voilà. On va faire un carré ici, pilou. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis, j'ai un terme source constant qui génère de la chaleur partout. Donc, je génère de la chaleur partout dans ma pièce. Voilà. Ça, c'est la fonction qui génère la chaleur. Et la chaleur, elle part par les murs qui sont imposés à une température nulle. Donc ici, la température, la chaleur s'en va de cette manière-là. Partout, il y a la chaleur qui part. Comme ça. Ok? Car j'ai imposé sur la totalité des frontières que U est égal à 0. Donc j'ai une pièce avec un chauffage par le sol et des murs qui sont froids. Donc la chaleur part par les murs. Où est-ce qu'il fera le plus chaud? Ben, au centre de la pièce. Donc au centre de la pièce, ici, il va faire chaud. Et près des murs, il va faire évidemment plus froid. Là, il va faire plus froid. Et c'est ce que dit la solution analytique. Ah oui, si il fait un chauffage uniforme, près du mur du simple vitrage, il va faire plus froid que si tu te mets au centre de la pièce. Et tu vois, la solution, elle est présentée en termes de couleur. Donc quand c'est rouge, ça veut dire que c'est chaud. Quand c'est froid, ça veut dire que c'est froid. Et donc, on peut aussi tracer des isovaleurs. Les isovaleurs, c'est mettre les lignes noires, c'est les lignes à même température. Et donc, on a
des lignes à même température qui vont venir comme ça. D'accord? Donc ça, c'est la ligne à température qui vaut par exemple 4 degrés. Ça, c'est la température qui vaut 2 degrés. Et ça, c'est la température qui vaut 1 degré. Ok? Bon, maintenant, on va essayer d'imaginer ce que serait la solution sans la résoudre numériquement, mais en réfléchissant. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si tu isoles deux murs comme ça? Donc ici, ce qu'on va imposer, c'est que le flux de chaleur qui est égal à K dt dx est égal à 0. Si on isole le truc. Par contre, on va garder un chauffage uniforme partout sur le sol. Chauffage par le sol. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, dans le coin isolé, il va faire chaud. Donc ici, là, il va faire chaud. Comme ça. Et la zone où il va faire froid, ben, c'est près des murs où la température est imposée à 0, qui n'est pas isolée. Donc ici, là, on a imposé que U était égal à 0, que la température était égale à nu. Et donc, on peut tracer, tu vois, comme ça, les lignes d'isotempérature, elles vont se présenter comme ça maintenant. Avec la chaleur qui va sortir uniquement par les murs non isolés. Voilà, c'est par là que la chaleur s'en va. Ok? Et tu vois que comme on a isolé le mur supérieur et le mur à gauche, alors évidemment tu peux aussi avoir des sources de chaleur qui sont localisées. Suppose que tu as mis la source de chaleur uniquement dans cette zone-là. C'est le seul endroit où tu chauffes. Tu as mis un radiateur, un foyer où tu chauffes. Et tu as toujours tous les murs qui sont mal isolés. Et tu as U est égal à 0 sur tous les murs. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, près du feu, il va faire chaud. Donc ici, il va plutôt faire chaud. Là. Mais par contre, là, il aura tendance à plutôt faire froid. Et donc, qu'est-ce que tu vas obtenir comme solution? Ben, tu vas obtenir une solution qui ressemble à ça. Tu vois que intuitivement, on sait assez facilement trouver la solution. Ben, il va y avoir ici, il fait chaud. Là, ça se refroidit comme ça. Puis là, ça se refroidit comme ça. Et puis là, ça se refroidit comme ça. Bon, la solution devrait être symétrique. Hein. Ok? Et donc, tu vois que fondamentalement, beaucoup de chaleur va sortir par ici. Là, un peu de chaleur aussi. Mais ici, ça va sortir énormément. Et donc, tu vois tout de suite que s'il y a un endroit où il faut mieux isoler, c'est juste derrière ton radiateur. Parce que c'est là qu'il y a le gradient de température le plus élevé. Et voilà, c'est ce genre de problème physique qu'on veut résoudre avec notre méthode numérique. Et donc, en résolvant des équations aux dérivées partielles, on va pouvoir prédire, par exemple, le champ de température dans une maison quand on dispose les radiateurs de manière intelligente ou pas. Et vous allez pouvoir ainsi comprendre la physique. Alors, comment est-ce qu'on résout ce genre d'équation? Ça, c'est le prochain épisode.